On peut dire ce qu'on veut sur ce film Spider-Man, mais il a la meilleure affiche de tous les films. Spider-Man 3. Contrairement à d'habitude, dans cette vidéo, il n'y aura que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu Spider-Man 3, foncez ou pas regarder ce film. On continue nos critiques de la franchise Spider-Man, on a fait Spider-Man 1 et 2, et là on arrive au troisième, on les fera tous avant la sortie de No Way Home. Alors si on doit parler de Spider-Man 3, il faut quand même parler de ce qui s'est passé derrière le film. Voilà, les coulisses, un peu la production. Sam Raimi, donc le réalisateur du film, ne voulait pas faire un film avec autant de méchants. Lui, il avait l'idée d'avoir Harry Osborn et juste l'homme sable, et Venom avait été ajouté par la production par Sony, et c'est vrai que c'est quelque chose qui se remarque énormément dans le film et il fallait le souligner avant de commencer la critique. Pour une fois, c'est peut-être pas le film que voulait faire Sam Raimi. Vu le succès colossal des deux premiers films à l'époque, et le troisième film est le film qui a engendré le plus d'argent à l'époque, c'est le film qui a cartonné la franchise Spider-Man et a été juste récemment détrôné par Far From Home, qui est le seul film Spider-Man à avoir dépassé le milliard au box-office. Mais à l'époque, ce film Spider-Man 3, c'était un énorme succès, vraiment énorme, mais c'était pas le film que Sam Raimi voulait faire. Et ça se ressent vraiment dans le film, et on en parlera au fur et à mesure. On est reparti avec le générique à la Sam Raimi, et c'est vrai que celui-ci est le générique le plus sombre. La musique est beaucoup plus sombre, les visuels, c'est beaucoup plus noir et tout, donc on sait que ça va être un film sombre, un film qui va mettre en mal Peter Parker. On retrouve la narration de Peter, qui a l'air beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux. Il a la femme qu'il veut, tout se passe bien pour Spider-Man, il va en cours, et étonnamment, pour une fois, on ne montre pas MJ en premier, mais Gwen Stacy. C'était peut-être la volonté du film de montrer un peu le début du tiraillement entre Gwen et MJ, pour justement avoir un Peter Parker qui hésite. Et Gwen Stacy, c'est vrai qu'elle a pas vraiment de développement de personnage dans ce film, c'est pas vraiment un personnage à part entière. Elle est juste là pour justement provoquer les ruptures entre Spider-Man, Peter Parker et MJ. Elle sert juste en tant qu'outil scénaristique plus que être développée en tant que personne. Elle est juste là pour que les personnages l'utilisent afin d'avancer leurs propres histoires. Donc en tant que personnage, c'est vrai qu'elle est pas là pour être développée. Elle est juste là, pour l'utiliser dans le scénario. Donc ça, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas du tout développé ce personnage. Elle a une ligne de développement de personnage, c'est à la fin de son intrigue à elle, lorsque Peter Parker et Gwen sont justement dans ce bar pour rendre jalouse MJ. Elle s'excuse face à MJ et lui dit: écoute, je suis pas venu pour ça, moi je suis juste venu date Peter, je savais pas qu'il était venu là pour te rendre jalouse et je m'excuse. En gros, c'est ce qu'elle dit. Et c'est le seul moment où t'as vraiment un peu de sa personnalité, mais sinon le reste du temps, elle est juste là pour être là. Je sais que c'est pas son film, mais c'est un peu dommage de ce point de vue-là. Ensuite, on retrouve évidemment Tante May, qui est toujours adorable, qui raconte toujours ses histoires avec évidemment l'oncle Ben. Elle est toujours chagrinée, c'est sûr. Et c'est vrai que je me suis demandé entre-temps, est-ce que l'actrice était déjà encore en vie? Je sais, c'est un peu horrible, mais l'actrice est encore en vie, et c'est vrai que son époux, à elle, est décédé il y a quelques années. Donc j'avais l'impression de voir la Tante May qui existe peut-être aujourd'hui. Elle a perdu son mari il y a 2 ans, comme dans le film, et elle est chagrinée depuis, mais c'est vrai que même chagrinée, elle veut pas se venger de l'homme sable qui a tué son mari. Elle donne toujours des bons conseils à Peter, et elle a toujours beaucoup de compassion. C'est vraiment le repère pour Peter dans ce film, de la compassion, de la bonté. Et lui, quand il pense avoir tué l'homme sable, il vient la voir, il lui dit: c'est bon, Spider-Man a tué l'homme sable, et elle répond d'une manière assez étonnée en mode bah pourquoi Spider-Man ne tue pas des gens? L'oncle Ben n'aurait pas voulu qu'on venge sa mort comme ça. Donc c'est toujours le repère du bien, et ça, j'aime beaucoup ce personnage pour ça. Et pour une fois, on la laisse tranquille, elle s'est pas attaquée dans ce film, elle est zen, personne l'a fait chier, donc c'est assez bien de ce point de vue là. Ça reste la voix de la raison et on l'aime beaucoup pour ça. On a introduit aussi Eddie Brock dans ce film, c'est vrai, voilà, c'est un menteur, un manipulateur, c'est quelqu'un qui veut le mal des autres et qui veut avancer dans sa carrière en faisant le mal des autres. Il lèche les pompes à tout le monde pour se faire une place et tout, c'est quelqu'un d'assez détestable dans le film. Mais il y a un parallèle qui est dressé entre lui et Peter, car tous les deux veulent un peu une carrière, veulent réussir dans la vie, et le parallèle ne va pas s'arrêter là, car évidemment après il y aura Venom et des choses comme ça. Globalement, il est tellement détestable qu'il va demander à Dieu, oui, il va prier à l'église pour demander la mort de Peter Parker. C'est ce genre de personne. On a le retour de Jonah J. Jameson, et c'est vrai que c'est peut-être le film où il est le moins important, où il est le moins intéressant. Là, il est juste là pour faire des blagues. Dans les précédents films, c'est vrai qu'il faisait vraiment avancer l'histoire, et il était là pour apporter quelque chose au personnage. Son caractère, la manière dont il a impacté la ville, voilà, la réputation qu'il a donnée à Spider-Man. Et c'est vrai que là, il a beaucoup moins d'impact. Il y a eu une scène où il a un impact, mais il s'excuse juste après d'avoir utilisé les photos trafiquées de Eddie Brock. Et on fait beaucoup de blagues sur lui. Il y a une blague assez lourde au début du film où, au fait, son bureau tremble
chaque fois qu'il est en colère, et du coup à chaque fois qu'il prend la mauvaise pilule, son bureau tremble et des choses comme ça. Bon, c'est une blague un peu lourde, et c'est vrai que là on arrive dans un humour qui est plus digne du MCU, car il va beaucoup dédramatiser certaines scènes, où il y a des scènes dramatiques qui sont quand même pas mal jouées sur le ton de l'humour, et c'est vrai que ça passe pas trop bien dans ce film, et dans cette trilogie où on s'est beaucoup habitué à de l'humour et du drame un peu séparés. Là c'est vrai qu'on commence à avoir un mélange des deux, et ça marche pas très bien. Donc Jonah Jameson, mis à part pour faire des blagues dans ce film-là, c'est vrai qu'il sert pas à grand-chose, et c'est un peu dommage. Dans les précédents films, il était développé, on parlait de son personnage, il intervenait vraiment dans les conflits de Spider-Man aussi d'une certaine manière. Là, il est juste là pour la blague, et je pense que c'est un peu un aveu d'échec aussi. Il savait plus trop quoi faire avec ce personnage-là, et c'est vrai que c'est peut-être le film où on le voit le moins. Il était à son summum dans le précédent film, où là, il était vraiment génial. Écoutez, moi j'aime bien l'homme sable, je trouve que ça aurait dû être le méchant principal ou secondaire du film. Là, c'est vrai que plus le temps avance dans le film, plus ça devient le méchant tertiaire. J'aime bien parce que c'est un rescapé de prison qui allait en prison car il voulait voler de l'argent afin de payer les soins de sa fille. Encore une fois, le système social des États-Unis est catastrophique et on crée tellement de méchants avec, c'est génial. Donc il voulait juste avoir un peu d'argent pour sauver sa fille qui était malade, et du coup c'est lui qui a tué l'oncle Ben par accident. Et j'aime bien le fait qu'on ait lié cette histoire à l'histoire de l'oncle Ben, car ça rend ce méchant bien plus personnel. Donc ça c'est cool, mais le problème est qu'en effet il n'y a pas beaucoup de scènes avec ce personnage-là, et il est juste réduit à un monstre sauvage à la fin. Il a certes ses motivations, elles sont compréhensibles, et il devient, on va dire, gentil à la fin. Il s'excuse de ce qu'il a fait, et la scène est assez touchante, c'est vrai, mais globalement c'est un méchant qui a pas son importance capitale, car il y a deux autres méchants à côté. Et là où il aurait pu briller, et il brille quand même dans ce film, il a une belle scène où justement il se transforme en l'homme sable, où il arrive même plus à prendre le pendentif de sa fille, il arrive plus à la voir car il est devenu sable. Et il y a cette belle musique avec lui et cette scène qui est juste jolie, car c'est un homme qui renaît un peu, mais pas forcément la meilleure des manières, et c'est vrai que ce genre de scène là est jolie, même si la scène est un peu facile parce que tu demandes qui n'aurait pas vérifié avec des caméras ou quelque chose le fait qu'il n'y ait pas un oiseau dans la zone de test, parce que lorsqu'ils détectent une masse importante dans la zone de test, ils disent oui c'est un oiseau, on peut lancer le test. En plus le test il est lancé en pleine nuit, bon c'est un peu étrange, il y a quand même quelques facilités scénaristiques dans ce film, mais globalement c'est un bon personnage qui aurait dû avoir beaucoup plus de place à l'écran. Là c'est vrai qu'on s'en débarrasse vite car il y a évidemment Harry, il y a Venom, et il n'y avait pas de place pour ce personnage de briller en intégralité, et du coup il devient juste, comme je vous l'ai dit, un énorme monstre à la fin, et c'est un peu dommage je trouve. Alors que cette histoire où l'oncle Ben était aussi la voix de la raison, où il le motive justement à ne pas être méchant et à ne pas voler cette voiture, elle a du sens, et le fait que la mort de l'oncle Ben soit un accident, je trouve que c'est vraiment bien trouvé, car en fait ça permet à Peter d'être soulagé un peu. Alors oui c'est aussi de sa faute que l'oncle Ben est mort, d'accord, mais au moins tu vois qu'il n'y avait pas volonté de nuire à l'oncle Ben, tu vois qu'il n'y avait pas une tentative d'assassinat, de meurtre, et ça soulage un peu d'un certain point de vue. Le fait que ce soit un accident, même s'il est horrible, ça permet de développer et l'homme sable et Peter Parker d'une manière différente, et à la fin le fait que Peter pardonne est vraiment intéressant et lui permet de grandir en tant que personne et de passer à autre chose. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on voit l'homme sable partir à la fin, il s'en va et on le revoit jamais. Ma théorie c'est qu'on l'aurait sûrement revu, il serait peut-être venu en aide à Spider-Man, ou peut-être on aurait eu des nouvelles de lui, mais c'est vrai que là il s'en va en liberté, car il a eu sa rédemption et il a eu le pardon de Peter. Et c'est dommage qu'ils aient gâché ce personnage en ne lui donnant pas cette place à l'écran. L'autre grand méchant du film, et peut-être le méchant principal au final, c'est Harry Osborn. Voilà, il veut se venger de ce qui s'est passé, il ne veut rien entendre sur qui a tué son père, voilà, il veut se venger de Spider-Man, il utilise le sérum, il a l'équipement, il devient le nouveau bouffon vert, il a des manigances depuis le début, tu vois que lui il veut vraiment attaquer Peter sur plan émotionnel, et il a toute cette amnésie dans le film, qui est plutôt cool car en fait c'est là, pour la première fois dans l'histoire de la trilogie Spider-Man, que Peter Parker et Harry ont une vraie alchimie. Ils parlent de leur vie au lycée, ils rigolent, ils parlent de filles, tu vois, ils sont vraiment amis, et c'est la seule fois dans la trilogie où tu le ressens réellement. Et c'est pour ça que c'est aussi fort lorsqu'il redevient méchant, c'est qu'il oublie toute cette amitié pour se venger de Peter. Et j'aime bien car lorsqu'il se souvient de cet événement-là, de la mort de son père, il revient attaquer Peter sur le plan émotionnel avant tout. Il sait qu'il peut pas gagner sur le plan physique, il a déjà essayé, donc il décide de détruire la vie de Peter d'une différente manière. Donc son plan est génial et vraiment digne du bouffon vert, et ça c'est plutôt cool. Et c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit juste le méchant principal qui redevienne gentil afin d'affronter l'homme sable avec Peter. Car l'homme sable en tant que brute énorme aurait été un vrai défi d'après moi. En tout cas ça aurait été un défi suffisant, jusqu'à arriver à convaincre par la parole l'homme sable. Mais du coup là c'est un méchant qui devient gentil à la fin, certes quand le majordome lui dit la vérité. Cette scène sort un peu de nulle part, mais je trouve que c'est quand même une belle scène où t'as une sorte de relation père-fils, où justement il lui dit la vérité sur comment est mort son père. Et c'est plutôt cool cette scène là parce que du coup ça motive Harry Osborn à venir aider Peter à la fin, et c'est vrai que cette relation là est plutôt réussie d'après moi, et je trouve qu'il a eu assez de temps à l'écran, mais ça se voit clairement que c'était le méchant principal du film. Il est là tout le long et il a le droit aussi à sa rédemption à la fin. Pour parler maintenant de MJ, c'est vrai que MJ est là dans ce film là, une mauvaise carrière, et il échoue de ce point de vue là, et il est en couple avec quelqu'un qui réussit tout dans la vie. Il a le temps d'être
Spider-Man, de faire ses études, tout se passe bien pour lui. Elle est mignonne avec Peter, d'accord, mais elle est clairement jalouse du succès Spider-Man et du fait que Spider-Man y arrive beaucoup mieux qu'elle, et le fait que Peter soit, d'après elle, la personne qui réussit le plus dans cette relation. Et ça, c'est un truc dans les couples de la vraie vie, hein. Avoir une personne qui réussit, entre guillemets, sa vie, et une personne qui ne se sent pas réussir, ça peut causer des problèmes du couple, c'est vrai, et c'est pas vraiment ça qui cause des problèmes du couple, et c'est pour ça que pour la première fois de cette trilogie-là, je suis d'accord avec MJ, c'est que Peter, dans ce film-là, et on en parlera un peu plus après, est un vrai connard, c'est la vérité, et je parle pas du symbiote. Non, avant le symbiote, c'est un vrai connard. Et pour la première fois, je comprends pourquoi MJ a largué Peter. Car il lui cause une vie de couple difficile, je vous explique pourquoi après. Elle redevient serveuse, et la seule personne qui lui montre un peu d'intérêt et qui veut vraiment se dévouer à elle est Harry Osborn. Il le fait justement pour se venger de Peter, mais il y a quelque chose de honnête en tout cas derrière, ça se ressent. Et lorsqu'elle fait semblant de rompre avec Peter car Harry lui demande, il y a du vrai dans ce qu'elle dit. Et même si la rupture est fausse, il y a quelque chose d'honnête derrière car c'est ce qu'elle pense. Et ça en tant que film, c'est plutôt bon. Et le pire avec Harry, c'est qu'ils ont vraiment une bonne alchimie, plus qu'avec Peter pour le coup. Il y en a plein qui disent de manière négative que c'est une mangeuse d'hommes, elle change toujours d'avis sur les hommes. Écoutez, il y a des femmes qui ont toujours besoin d'un homme dans leur vie, et MJ en fait partie dans ce film. Moi, ce qui me dérangeait dans le film, c'est la manière dont c'est exploité. Là, pour le coup, pour une fois, je trouve que c'est plutôt bien exploité, et ils font un bon travail. Et le fait qu'elle change d'homme comme ça, moi, ça me dérange pas trop. Elle est comme ça, elle est comme ça. Ce qui était gênant dans les autres films, c'était que c'était plutôt mal fait. Là, c'est plutôt bien fait, et ça a du sens. Elle cherche juste la personne qui va la mettre en priorité numéro 1 dans sa vie. C'est tout. Qu'on soit d'accord avec ça ou pas, c'est le problème de la personne qui va se mettre avec MJ, ça. Mais c'est vrai qu'elle cherche juste ça, entre guillemets, dans la vie. C'est simple. Pour parler de Peter Parker, c'est vrai qu'il est toujours un loser, mais cette fois-ci, il est un peu heureux car, comme je vous l'ai dit, il a tout ce qu'il veut dans la vie. Tout se passe bien pour lui. Spider-Man est au sommet, il est heureux, tout est nickel. Et là arrive l'une des scènes que je ne comprends pas du tout. Alors oui, apparemment dans le film, on comprend qu'il y a l'ego qui lui monte à la tête, il commence à beaucoup parler de lui dans les relations. À chaque fois qu'il est avec MJ, qui raconte ses problèmes, lui il est en mode oui, mais moi, tu sais, moi Spider-Man, moi je ne sais quoi. À chaque fois, il parle de lui, donc ça lui monte un peu à la tête, c'est vrai. Mais t'as cette scène où justement, il y a la ville qui remet les clés de la ville à Spider-Man, et c'est Spider-Man qui demande à Gwen Stacy de l'embrasser car apparemment ils vont adorer. C'est la même scène que dans le premier film avec MJ, évidemment, on la connaît. Et là, c'est une scène complètement stupide car d'un côté, oui, il y a l'euphorie du fait qu'il est heureux, que tout le monde l'adore, mais c'est lui qui propose d'embrasser Gwen. C'est vraiment étrange. Ça sort de nulle part. Ça aurait été Gwen, ça aurait été plus intéressant. Moi, je me rappelais du film comme si c'était Gwen qui insistait, qui demandait, voilà, est-ce que je peux t'embrasser, des choses comme ça. Mais non, c'est Peter Parker qui demande à Gwen de l'embrasser. Et ça n'a pas de sens avant le symbiote. On aurait eu le symbiote, ok, je veux bien. Mais là, c'est le vrai Peter Parker qui demande. Et ça, c'est complètement différent du Peter qu'on connaît. Parce que le Peter qu'on connaît, il est honorable, il est humble, il est timide, il est d'accord, là, plein d'euphorie, mais pas au point de tromper la femme qu'il veut avoir depuis des années et qu'il a enfin devant toute une foule. Il sait très bien qu'elle regarde, il sait très bien et il demande quand même à Gwen de l'embrasser. Car, prétexte, ils vont adorer. Ils auraient fait cette scène après le symbiote, j'aurais trouvé ça génial, vraiment génial. Là, c'est avant le symbiote et ça gâche vraiment son personnage. Et je comprends bien qu'il gagne confiance en lui et tout, mais là, c'était beaucoup trop, ça allait trop loin, ça n'avait pas de sens d'un point de vue scénaristique. Et le fait qu'il se fasse larguer est compréhensible car il parle que de lui. Il est devenu vraiment insupportable. Et je comprends un peu, d'accord, mais le fait qu'il embrasse Gwen devant tout le monde, c'était le truc de trop d'après moi. Ils ont vraiment abusé avec ça. Et pour la première fois, je suis content qu'il se fasse larguer. Maintenant, il faut parler du truc qui a vraiment gâché le film, je suis désolé de le dire, mais c'est un peu comme ça, c'est Venom. On te montre bien que c'est une météorite qui tombe sur Terre, que c'est un alien. C'est un peu facile, encore une fois, que la météorite tombe juste à côté de Peter Parker, mais soit c'est un film, pourquoi pas. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique dans ce film. Et tu ressens que c'est un truc de trop, car durant tout le film, c'est des petites scènes qui sont rajoutées à la fin. Évidemment, Venom, le vrai Venom, donc le Venom d'Eddie Brock, il a même pas 30 minutes à l'écran. Le film dure 2h20, Venom arrive à 1h50. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le film, c'est la manière dont le symbiote contrôle Peter Parker. Même si je trouve que c'est l'intrigue de trop, en effet, ils auraient dû se concentrer sur Harry Osborn et l'homme sable et sur la vie difficile de couple de Spider-Man. Là, ils ont rajouté le symbiote pour amplifier cette vie difficile et pour complètement oublier les autres intrigues. Lorsqu'il y a ce Venom qui intervient, en tout cas le Spider-Man différent, c'est vrai qu'on oublie un peu les autres intrigues et on se concentre sur celle-ci. Du coup, on saute d'une intrigue à une autre de manière assez compliquée. Je trouve que ça passe pas trop bien et ça casse vraiment le rythme du film. Et ça fait des scènes évidemment un peu gênantes, mais c'est pas le gros problème que j'ai avec ce film pour le coup. Il y a ce côté vraiment addictif de la rage, de la puissance qu'apporte le symbiote, de l'agressivité que Peter Parker apprécie. Surtout qu'il y a un moment dans sa vie un peu compliqué, donc il a besoin de se soulager d'une certaine manière. Mais est-ce qu'il fallait soulager Peter Parker en changeant sa coiffure? Je ne pense pas. Est-ce qu'il fallait lui donner un nouveau style vestimentaire? Pas forcément. Je trouve qu'en fait, s'il arrivait à garder son même style, à garder la même coupe et à se comporter comme un connard durant tout le film, ça aurait permis d'avoir un impact plus intéressant dans le film. Alors je veux bien qu'après une rupture, on va à la salle, on change de vêtements, on change de coupe, d'accord, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là,
ça fait un peu nanardesque, ça fait un peu ultra kitsch, même pas qu'un peu, hein, ultra kitsch. Il y a cette scène où il se regarde dans le miroir et il change sa coupe en mode maintenant je suis un nouvel homme, c'est fini. C'est vraiment étrange. Ça sort du film en fait, complètement. Le ton sérieux du film, il est gâché par ce côté vraiment kitsch de cette scène et de ces nombreuses scènes. Alors les scènes en soi, elles marchent bien, mais encore une fois, je trouve que c'est un peu too much. Et ça casse un film qui était pour le coup ultra sérieux. Même s'il y avait quelques blagues un peu maladroites de temps en temps, le film était sérieux. Et là, t'as toutes ces scènes-là qui marchent bien, d'accord. La scène est plutôt cool, je l'admets. J'ai pas à me plaindre des scènes parce que voilà, les scènes de danse et tout sont sympas. Elles marchent bien, mais est-ce qu'il fallait aller aussi loin dans le style vestimentaire et la personnalité? Personnalité, oui, mais bon, la coupe de cheveux, tout ça, je trouve que c'est un peu too much et c'est un peu facile. Ça fait vraiment pour les enfants qui arrivent pas à différencier l'ancien et le nouveau Peter. Il change de manière de parler, tout évolue. Je trouve que si on avait gardé le même Peter mais juste changé sa personnalité, ça aurait eu un impact émotionnel plus intéressant. Là, le fait qu'il y ait des coupes différentes, qu'il se comporte trop différemment, en fait, tu te détaches complètement de ce Peter Parker et tu dis que c'est vraiment une autre personne. Ce qui est peut-être un peu le but du symbiote pour montrer à quel point ça change les gens, mais la manière dont ils ont fait ça, je trouve, était trop maladroite. Parce que j'aime bien qu'il flirte avec tout le monde, j'aime bien qu'il s'habille différemment à la limite, mais limite, ça aurait dû être dans un autre film. Là, ça change complètement le ton du film. Ça fait too much. Toutes les scènes fonctionnent car c'est évidemment Sam Raimi à la réal, donc il sait faire son travail, il le sait. Donc les scènes fonctionnent, c'est bien foutu, c'est bien filmé, c'est plutôt bien organisé, il y a pas de souci. Mais c'est juste l'écriture du scénario qui va pas en fait. Il y a trop d'intrigues, là tu le rajoutes en plein milieu, c'est trop bizarre ce Venom qui sort de nulle part. Tu vois que c'était pas le film pour faire ça. On aurait eu un film juste avec Venom, voilà, où Peter Parker est un vrai connard pendant 1 heure ou moins, peu importe. Là j'aurais dit oui. Là il peut changer progressivement de style vestimentaire, de tout ça. Et là on a juste l'impression dans ce film là, cette séquence Venom qui dure 15-20 minutes, t'as juste l'impression qu'il a été coupé alors qu'il aurait dû durer 1 heure. Où t'avais une vraie chute progressive de Peter Parker dans les bas-fonds et où il devient progressivement de plus en plus un connard. Ça aurait été génial d'étaler ça sur un film. Là, tu vois que c'est expédié vite fait. Il y a 15-20 minutes où c'est un connard. Ensuite, il tape MJ. Oui, il lui met une grosse baffe ou un coup de coude ou peu importe et il redevient normal. Il veut retirer le symbiote. Ça aurait dû être une histoire qui aurait dû être étirée sur un film en entier. Et ensuite, avoir Venom intervenir plus tard. Ils auraient dû avoir une intrigue où l'ennemi principal de Peter Parker est lui-même, mais contrôlé cette fois-ci par le symbiote et ensuite avoir la deuxième moitié du film avec Venom. Et des trucs un peu bizarres, c'est depuis quand il joue du piano, des choses comme ça, c'est un peu étrange. Et la scène la plus bizarre du film est quand même la scène où il retire le symbiote. Voilà, il se dit c'est terminé. Et il a l'église, parce que voilà, c'est symbolique et c'est une belle scène, d'accord. Mais au même moment, t'as quand même Eddie Brock qui est dans la même église de New York, quand même, on en parle, hein. Même église de New York, et il veut aussi prier, et il a le symbiote. Il est à la même église, au même moment, et il récupère le symbiote. C'est trop, je trouve. C'est une facilité scénaristique énorme, c'est beaucoup trop. Ils auraient dû trouver un autre moyen. Je trouve qu'ils auraient dû rendre le symbiote plus intelligent, parce que le symbiote est intelligent, car le Venom d'Eddie Brock, il a les pouvoirs de Spider-Man. Il a su s'adapter, il a su comprendre. Mais là, la facilité scénaristique où il devient le symbiote est juste trop. Et c'est dommage parce que les dialogues de ce film sont aussi très mauvais. T'as cette scène où Venom, il dit « J'aime être méchant, ça me rend heureux », qu'il y a plein de lignes de dialogue comme ça, tu dis « Mais qui a écrit ça, bordel ?» C'est tellement cliché, tellement kitsch, tellement nul à certains moments, c'est catastrophique. Pour moi, les dialogues étaient les mieux écrits dans le deuxième film. Dans le premier, c'était aussi un peu kitsch, il y avait des problèmes, mais le deuxième film, une vraie maîtrise des dialogues. Dans le troisième, tu vois qu'ils ont fait ce film le plus vite possible, tu le ressens. Et des fois, ils réussissent bien. Le mec du loyer, tu vois que c'est un mec sympa, car lorsque Peter lui répond de manière très sauvage et très mauvaise, il dit oui, il doit avoir des problèmes parce qu'en général, c'est un mec gentil. Lui, il a toujours été un peu un méchant avec Peter car il lui demande le loyer tout le temps, mais lorsqu'il comprend que Peter ne va pas bien, il est sympa et il lui donne des conseils. T'as ces petits moments de dialogue et de personnages qui sont géniaux et marchent bien, et de l'autre côté, t'as Venom et toute l'intrigue de Venom qui est vraiment mal exploitée et qui n'a rien à faire dans ce film. Je le répète, parce que le problème, c'est que tu ressens que ça n'a rien à faire dans ce film. Et j'adore Venom, vraiment, c'est un personnage que j'aime beaucoup des comics et voilà, je trouve qu'il c'est un personnage intéressant. Et l'idée derrière le personnage de Venom et l'intrigue de Venom, d'avoir encore une fois Spider-Man comme l'ennemi de Peter Parker, est génial car c'est vraiment l'histoire de cette trilogie. C'est que Spider-Man est le plus grand ennemi de Peter Parker au final. Mais ça aurait dû être un film à part entière. Je le répète, là il y a déjà trop de choses dans le film. Et oui, il y a aussi l'un des meilleurs caméos de Stan Lee où justement il dit à Peter Parker, une seule personne peut faire la différence lorsqu'il se rend compte que toute la ville aime ce Spider-Man. Pour parler un peu des scènes d'action, encore une fois c'est du Sam Raimi, il fait un très bon travail. La première scène d'action avec le bouffon vert est géniale, il y a une vraie verticalité, ils se battent sur des gratte-ciel, dans les airs, dans des petites allées, ils se battent dans tous les sens, partout, la caméra gère bien les mouvements. Alors il y a une petite facilité scénaristique avec la bague qui tombe pendant des lustres et Peter a le temps de
de se battre avec Harry Osborn et ensuite récupérer la bague. Bon, c'est un peu facile, d'accord, il y a quelques moments comme ça qui sont un peu étranges, mais globalement les combats sont géniaux, quoi. Il y a des bons slow motion, il y a des reflets, encore une fois, comme on les aime. Les combats sont super bien foutus et de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Il est trop fort, Sam Raimi, pour filmer les combats. Le combat contre l'homme sable dans le métro de New York, il est génial. Il y a une vraie verticalité, il y a eu des vrais mouvements de caméra. Encore une fois, tu as une vraie présence des méchants et du gentil. Il sait vraiment gérer plusieurs choses à la fois, il sait balader la caméra. C'est un mec qui est trop fort, quoi. C'est le mec qui réussit sûrement le mieux à filmer les combats de Spider-Man. T'as un vrai poids dans les scènes d'action, tu ressens les coups, c'est super, quoi. Et tu ressens la gravité aussi. Il y a plein de scènes où il tombe, il affronte quelqu'un dans les airs et ça se passe genre 3 fois dans le film et c'est génial. C'est des scènes qui sont juste super plaisantes à regarder. Lorsqu'il a le symbiote et il va se venger de Harry en 1 contre 1, il le défonce et c'est super bien foutu. Voilà, même en combat sans Spider-Man, juste en bagarre à main nue, il le fait super bien. Et le climax aussi, il est super bien foutu, il est super bien fait. Voilà, t'as des combats avec 4 personnages qui sont super bien filmés. Le problème, c'est que le climax, encore une fois, il arrive de nulle part. T'as aucune anticipation pour le climax. Dans tous les autres films, t'avais une anticipation, tu t'attendais au climax, tu savais qu'il arrivait, et là, dans ce film-là, d'un coup, il arrive, je vous jure. Venom prend le contrôle d'Eddie Brock, et le climax arrive comme ça, en un instant. Tu sens que ça a été rajouté au dernier moment. Tu n'y crois pas du tout. Il n'y a pas d'anticipation pour ce climax Venom, et tout ça arrive beaucoup trop vite. Et le fait que Venom arrive à retrouver l'homme sable et tout, c'est trop facile, encore une fois. L'excuse est qu'ils se cherchaient tous les deux, des choses comme ça, mais non, faut arrêter. Et le climax, même s'il est bien filmé, tout ça, même si des trucs que je trouve trop stylés, comme lorsque Harry Osborn intervient et au fait il crame l'homme sable, ça passe du verre et le verre éclate, il y a plein d'idées comme ça super stylées. Le fait que Venom soit un peu Spider-Man, le fait qu'il soit vraiment le double maléfique un peu, c'est stylé. La manière dont il s'affronte, tu vois, c'est un Spider-Man un peu plus évolué, c'est super cool. La manière dont il trouve la faiblesse de Venom, il a du sens. Le Venom énorme qu'on voit à la fin sans Eddie Brock, pour le coup, là il est flippant et ça aurait dû être le Venom qu'on aurait dû avoir dans un film en entier sur Spider-Man. Spider-Man 4 aurait dû être sur Venom, même si c'était pas ce qui était prévu à la base. Spider-Man 4 ça aurait dû être sur le vautour, mais avoir Venom dans Spider-Man, un autre Spider-Man en tout cas, ça aurait été génial. Mais avoir le gros Venom, en fait, le Venom qui fait vraiment flipper, le Venom qui est devenu d'une sorte de météorite dégueulasse, à un truc conscient qui a aspiré le pouvoir des autres, ça aurait été cool. Mais encore une fois, t'as la foule et les reporters qui disent à haute voix ce que tu penses. Quand Spider-Man se fait tabasser, t'entends les reporters qui disent oui, c'est un moment difficile. On voit que c'est un moment difficile, madame, on le voit. Et c'est le seul film où les citoyens n'interviennent pas pour aider Peter Parker. Et c'est un peu dommage, je trouve que ça aurait été un truc qu'ils auraient dû continuer dans ces films-là, mais non, ils ont complètement zappé ce truc et je suis un peu déçu par ça. Ils sont juste là pour parler à haute voix et dire ce qu'on devrait ressentir en tant que spectateur. Pour une fois, ils sont à la place du spectateur et n'interviennent pas. Et ça qui est dommage, c'est que dans les précédents films, ils intervenaient et ils leur donnaient une vraie importance. Et t'aimes le retour triomphal de Harry, t'as presque envie d'avoir un film que avec tous les deux qui fassent équipe pour peut-être affronter d'autres méchants dans le prochain film. Tu le sens bien cette relation et on l'aime beaucoup. Le sacrifice de Harry est beau, les au revoir sont beaux aussi. Le film se finit encore une fois sur un enterrement. La musique de Danny Elfman est encore géniale, Sam Raimi il est encore au top niveau mise en scène, c'est juste qu'au niveau du scénario, il a un peu déconné, mais encore une fois, c'est pas vraiment sa faute. Les acteurs, je trouve qu'ils sont tous meilleurs, même Tobey Maguire, je trouve qu'il est vraiment bon dans ce film-là pour le coup. Il a un peu changé de personnalité, même quand il est juste Peter Parker sans le symbiote, il est vraiment cool. Il joue plus la joie, des choses comme ça, tu vois qu'il s'est amélioré pour le coup. Mais pour conclure, c'est vrai que Spider-Man 3, moi j'ai beaucoup de problèmes avec, car tu vois que ça aurait pu être un grand film s'ils avaient enlevé l'intrigue de Venom, si c'était peut-être une vraie fin de saga, parce que là tu vois la fin de ce film, t'as MJ qui arrive à pardonner Peter Parker alors qu'elle est pas au courant du symbiote, alors que Peter l'a frappé précédemment. Tu sens que c'est pas une fin de saga, car les deux finissent dans leurs bras et c'est pas une fin de saga, tout simplement. Tu vois que le film a été amputé et que la saga a été amputée. Tu vois qu'il y a trop d'intrigues, surtout celle de Venom qui en trop, alors que je le répète, j'adore Venom, ils auraient dû vraiment faire un film à part entière que sur Venom. Là, tu vois que c'est en trop, tu vois qu'il y a trop de choses qui se passent, tu vois que ça change trop de tonalité. On passe de l'humour à la comédie, au kitsch, au nanardesque presque. On se perd beaucoup trop dans les intrigues et c'est un peu dommage. C'est trop inégal de ce point de vue-là, les dialogues sont moins bien écrits, les relations sont peut-être mieux foutues et certains personnages sont vraiment mieux développés que les précédents films et les scènes d'action sont vraiment toujours bien, mais encore une fois, il y a trop d'exposition maladroite du scénario, c'est un peu dommage. Ils sous-exploitent certains éléments et en surexploitent d'autres. C'est globalement assez mal écrit et il y a des choix de personnages, encore une fois, surtout de ce Peter, qui sont incompréhensibles. Tu comprends pas comment il a pu faire ses choix, c'est pas possible. C'est un film qui est clairement le moins bon de la saga Spider-Man, car même si visuellement il est toujours au top, c'est que le scénario, bah, il pêche un peu, il fait vraiment mal. Et je dis pas que c'est un mauvais film, il est divertissant, il y a pas de souci, mais il y a trop de lacunes et il y avait trop de potentiel
et tu vois que bah cette saga s'est arrêtée avec ce film-là car il y a rien qui allait. Tu vois que Sam Raimi et les studios ne voulaient plus faire la même chose et ça se ressent dans ce film-là. Tu vois qu'il y a un vrai conflit des studios et du réalisateur. On se retrouve avec une sorte de Frankenstein de film un peu étrange qui aurait pu être génial, que les gens apprécient beaucoup. Je sais que vous êtes beaucoup à l'apprécier, que moi je trouve ok, voilà, mais personnellement c'est pas un film que j'affectionne parce que je vois que du gâchis au fait. Il y a pas que ça dans le film, mais moi je vois que le potentiel gâché. Et je me rappelle quand j'étais en 2007 et je l'ai vu au cinéma ce film, même là je me rappelle que j'avais bien aimé et c'était sûrement mon préféré à l'époque. Quand t'es gamin, t'aimes bien juste voir de l'action, des choses comme ça. Mais plus je l'ai revu au fur et à mesure des années, bah plus j'ai du mal avec, car je suis déçu en fait. Je suis déçu de tout ce que le film aurait pu être et j'ai du mal à l'apprécier pour ce qu'il est réellement. Et quand j'essaie de l'apprécier pour ce qu'il est réellement, je vois tous les problèmes, je vois tous les défauts et c'est un peu dommage d'après moi. Je vais m'arrêter là. C'est vrai que Spider-Man 3 il est dur à conseiller pour moi car c'est même pas une fin de saga pour le coup, c'est même pas une fin de trilogie, même la fin elle arrive comme ça. Tu sens qu'il y avait un autre film de prévu après, du coup c'est un film qui a été amputé et qui a amputé la saga et c'est super dommage. Peut-être on aura un Spider-Man 4 un jour, qui sait, on n'en sait rien, ça m'étonnerait mais bon, on verra bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, je sais que pour beaucoup c'est votre film préféré de la trilogie et même de la franchise de Spider-Man. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube, suivez-moi sur tous les réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.